Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Après une petite pause d'un mois plus que nécessaire, c'est avec beaucoup de joie que je vous propose ce nouvel épisode sur Pépin. J'ai l'honneur de vous présenter ma conversation avec Fawzi Sebouaï, un témoignage résolument humain, sensible et réconfortant. En effet, après un accident de mobilette à l'âge de 16 ans, Fawzi est grièvement blessé et doit se reconstruire tant physiquement que psychologiquement, et surtout faire le deuil de sa jambe gauche entièrement paralysée, ce qui remet considérablement en cause son rêve de carrière dans le football. Lors de notre conversation, Fawzi nous explique comment il est passé de cancre à l'école à cadre dans une grande entreprise. Son témoignage est un nouvel exemple de la résilience et de la solidarité dont l'humain est capable après un coup dur. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Fawzi Sebouaï. Bonne écoute! Bonjour Fawzi Sebouaï, merci de m'accueillir chez toi en région parisienne pour cet épisode de Pépin Podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi, aussi de ton parcours personnel et professionnel. Je me demandais, ma première question, je me demandais en fait en tant que Parisien, comment tu appréhendes les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui arrivent là incessamment sous peu. Bonjour Pauline. Première chose, c'est que je suis très content de te recevoir et je te remercie de cette invitation, de me donner l'opportunité de partager mon parcours. Ta première question, je ne m'y attendais pas. Par contre, j'y ai réfléchi. J'appréhende les Jeux Olympiques un peu, je pense, comme tous les Parisiens. Pour la France, c'est une bonne chose de recevoir ces Olympiades. La France est un pays de sportifs, le sport est important. Il y a eu pas mal d'études récentes, notamment, qui montrent que l'activité sportive chez les enfants ou dans les écoles n'est pas suffisamment développée. Je crois qu'on doit être 118e sur 140. Donc c'est une belle vitrine. Après, sur le quotidien, forcément, ça va changer des choses. Et je pense qu'on va partir, en fait, pendant les Jeux Olympiques. Voilà. On va plutôt aller à la campagne, dans notre petit refuge dans le Cotentin, pour être à l'écart de toute cette foule, parce que voilà, c'est pas trop. Je préfère regarder les Jeux Olympiques à la télé que de les vivre dans les transports en commun. Ah oui, carrément. Je ne vais même pas voir un peu de... Ou peut-être le pas les passage Olympiques, mais les Paralympiques. Alors peut-être les Paralympiques. Il y aura moins de monde, peut-être. En tout cas, le passage de la flamme, j'ai regardé un petit peu le parcours. Donc ça passera à Créteil et à Saint-Maur, là où j'habite. Après, non, je vais plutôt être téléspectateur que spectateur. J'ai pris une place parce que j'aime beaucoup le handball. Et donc, normalement, j'assisterai à un quart de finale de handball masculin. Je crois que c'est dans le Nord, à Lille. Voilà, c'est la seule participation. Puis le prix des places était quand même assez cher. Hein, oui. Je crois qu'on en a pas mal parlé. Donc voilà, je me suis permis ce petit plaisir, mais le reste, ce sera à la télé et loin de la foule. D'accord, c'est vrai que je ne t'ai pas prévenu, mais j'aime bien commencer par une question qui a un peu rien à voir avec, là, ça avait rien à avec voir. le sujet, pour surprendre un peu mes invités et se mettre directement dans le bain. Mais ne t'inquiète pas, on va se reconcentrer un petit peu sur toi. Et avant de poursuivre, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques mots ? Donc je suis Fawzi Sebouaï, j'ai 53 ans, je suis marié et père de 3 enfants. Je suis né à Créteil, en région parisienne. Je suis d'origine algérienne. Mes parents viennent du sud de l'Algérie, d'une charmante ville qui s'appelle El Oued, dans le Sahara.
proche de la frontière tunisienne. Et voilà, j'ai toujours grandi à Créteil. J'ai fait ma scolarité à Créteil. Et puis, je me suis installé à Créteil. Puis là, je suis pas très loin, puisque Saint-Maur, c'est de l'autre côté de la Marne. Donc voilà, j'ai mes racines cristoliennes. Et puis, donc je suis père de 3 enfants. Ma fille Anissa a 25 ans. Mon fils Arnaud a 21 ans. Et Adam, le dernier que tu as croisé, et qui est le seul encore à la maison, a 15 ans. Il va avoir bientôt 16 ans. Merci pour cette présentation, plutôt du coup sur le volet personnel. Et si on fait une présentation un peu plus professionnelle, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, effectivement, là, c'était plutôt qui je suis un peu dans la vie. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, en fait, j'ai à la suite de mon accident, mais on reparlera de ça, je pense, sur les prochaines questions. J'ai suivi une scolarité à peu près normale. En tout cas, j'ai pris ce qui se présentait à moi et j'ai très vite été orienté vers des études de comptabilité, de finance, de gestion. Donc j'ai fait un CAP BEP, puis un bac, puis un BTS, puis j'ai entamé le DECF qui est le diplôme d'études comptables et financières qui mène à l'expertise comptable. À la suite de ça, j'ai enchaîné quelques missions d'intérim. Et puis ensuite, je suis entré dans une grosse société française du CAC 40 où j'ai travaillé pendant 25 ans, en commençant par des postes très administratifs au départ. Et puis progressivement, l'entreprise m'a accompagné dans mon développement à travers des formations qui m'ont permis d'accéder à des postes avec plus de responsabilités, à un statut cadre notamment. Et donc j'ai fait 25 ans dans cette entreprise où j'ai occupé des postes de direction financière ou de direction achat. Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5 ? 4. Donc la question 4, c'est quel est l'endroit où tu te sens le mieux ? L'endroit où je me sens le mieux, je crois que c'est chez moi. Chez toi ici ? Oui, chez moi ici, je me sens bien. Je me sens bien parce que déjà, on a la chance d'avoir un beau chez-soi. Mon épouse et moi, quand on est rentrés du Maroc, on a eu l'opportunité de pouvoir s'installer dans cette belle et grande maison. Et vous voyez, il y a de l'espace, donc on peut à la fois se mélanger et à la fois avoir son espace d'intimité. Elle est très ouverte sur l'extérieur, donc on y est aussi bien en hiver qu'en été. Il y a de beaux espaces extérieurs. L'intérieur est très chaleureux, donc ouais, chez moi, je me sens bien. On va poursuivre en fait sur un peu le sujet qui nous amène sur Pépin Podcast. Tu m'as raconté qu'à l'âge de 16 ans, tu as eu un accident. Est-ce que tu peux un peu partager avec nous cette expérience et nous raconter ce qui s'est passé ? Effectivement, j'ai été victime d'un accident de la voie publique en juin 86. J'allais sur mes 16 ans. Et donc, j'ai emprunté la mobilette d'un ami pour aller au fast-food. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'était sur Paris à Créteil. Oui. Et au retour de mon expédition, j'ai a priori, parce que j'ai pas de souvenir exact, puisqu'il y a eu un traumatisme crânien profond, j'aurais doublé une voiture sur la droite, ce qui n'est pas très prudent, à grande vitesse, parce que voilà, j'avais pas de moto, donc j'ai peut-être été aussi quelque part entraîné par l'excitation de la vitesse. Et donc, cette voiture m'a serré contre le trottoir. Et j'ai été projeté, j'ai percuté un lampadaire. Et donc, j'ai été grièvement blessé. J'ai passé 2 ans à l'hôpital.
J'ai eu tout un tas de choses, fracture du bassin, arrachement donc de l'aile sacro-iliaque gauche. Alors c'est un peu technique, mais le bassin, il y a 2 ailes. Et comme j'ai pris un lampadaire entre les jambes, du coup mon bassin s'est désolidarisé. Et ça a provoqué un arrachement du nerf sciatique au niveau de la 4e lombaire. Ce qui a abouti à une monoplégie du membre inférieur gauche. Donc pour dire ça en termes un peu moins barbares, c'est ma jambe gauche qui est paralysée. Donc j'ai eu aussi l'intestin grêle de perforé, j'ai été dans le coma, j'ai été sous dialyse, mes reins ne fonctionnaient plus. Donc ça a été un moment où j'ai été diagnostic vital engagé, on va dire. Ça a duré quasiment 3 semaines avant de ressortir de ça et puis d'entamer progressivement une convalescence et de poursuivre les soins. Donc j'ai été hospitalisé 2 ans. Moi, j'étais en fin de 3e quand ça m'est arrivé. J'étais pas forcément très scolaire, pour être totalement honnête. J'avais déjà redoublé la 5e. En fin de 3e, j'avais clairement pas le niveau pour aller en seconde. J'étais plutôt sur une orientation vers des métiers déjà plus techniques, on va dire. Et par contre, j'avais un rêve, parce que j'étais footballeur. Je jouais au foot à l'US Créteil, qui était un bon club à l'époque, qui est toujours un bon club, mais qui joue à un niveau moindre. À l'époque, Créteil était en 2e division. J'étais en cadets nationaux, en sélection d'Île-de-France. J'étais pressenti pour intégrer un centre de formation. Donc, en fait, mon projet était plutôt autour du ballon rond que du cérébral et du développement intellectuel. Et on sait que c'est un peu la loterie, qu'il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Mais voilà, c'était ça mon quotidien avant d'avoir ce choc, ce traumatisme. Et donc, ça a été un moment... un coup de massue, quoi. Un coup de massue, puis surtout un tournant dans mon existence. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas d'une épreuve comme celle-ci tout à fait indemne. Et en tout cas, on n'est plus le même. Voilà, donc j'avais une jambe gauche en plus. Pour l'ironie du sort, c'est que j'étais très bon footballeur parce que j'avais une super patte gauche, comme on dit. J'étais gaucher. Il y a toujours moins de gauchers que de droitiers, que ce soit au foot ou dans d'autres sports. Donc les gauchers ont déjà un statut un peu particulier. Puis moi, j'avais effectivement une bonne technique, un bon toucher de balle. Et l'ironie du sort fait que mon accident, ce qui me reste aujourd'hui à 53 ans comme séquelle profonde, c'est la paralysie de ma jambe gauche. Donc je pensais construire ma vie grâce à cette patte gauche. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plutôt eu à la subir, ou en tout cas à l'exploiter différemment, parce qu'à la fin, ce handicap m'a apporté énormément. Donc voilà, je me suis quand même servi de ma patte gauche, mais différemment. Et tu as dit que tu es resté à l'hôpital pendant environ 2 ans. Oui. Donc ça, c'est pour tout l'aspect rééducation fonctionnelle, on va dire. Exactement. Et combien de temps tu as mis à entrevoir une nouvelle destinée un petit peu déjà, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es rendu compte de l'accident ? Est-ce que tu pensais récupérer cette jambe gauche avec la rééducation ? Et finalement, combien de temps tu as mis ou comment tu as fait en tout cas pour te dire je vais faire autre chose, pour faire un peu ce deuil finalement de ce chemin qui était tout tracé ? C'est un cheminement qui est assez long et en plus qui n'est pas forcément... terminé encore, alors qui n'est pas forcément terminé, mais en tout cas sur le moment, qui n'est pas... c'est pas quelque chose que tu définis en te disant je vais faire ça, je vais faire ça. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Tu as déjà besoin de digérer ce qui t'arrive. Donc moi, sur ces 2 ans-là, ça a été effectivement 3 mois de remise en état. Ensuite, j'ai commencé à faire un peu de... J'ai perdu 25 kilos, donc je suis allé dans un centre avec des nutritionnistes pour reprendre un petit peu. J'ai ensuite été dans un centre de rééducation. Ensuite, il y a eu toute une période, ce qu'ils appellent d'exploration, c'est-à-dire voir ce qu'ils peuvent faire en plus, parce que le nerf, c'est un organe vivant, et on ne remplace pas un nerf comme on remplace un os.
Et donc là, il y avait potentiellement des pistes de greffe de nerfs, donc il fallait un donneur. Ça partait, c'était encore un peu compliqué. Puis comme la structure avait été abîmée, puisque le bassin était fracturé, si on reconnectait ma jambe, il fallait aussi s'assurer de la motricité, mais on ne pouvait pas me couper en deux pour remettre le bassin droit. Donc il y a eu un peu une convalescence assez longue, avec une partie exploration pour voir ce qui pouvait être fait, qui n'a pas abouti à grand-chose. Et puis ensuite, il y a eu une dernière période où j'ai intégré une structure qui me permettait de faire des cours le matin et de la kiné l'après-midi. Donc, oui, parce que c'est 2 ans d'arrêt au niveau scolaire. Voilà. Donc j'ai repris en quelque sorte les études, j'ai repris une 3e. Et puis ensuite, au bout de 2 ans, on m'a libéré. J'ai envie de dire, je ne sais pas si on m'a libéré ou si c'est moi qui suis sorti. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en pouvais plus non plus. C'était long, cette convalescence. Comme j'ai l'habitude de dire, j'avais fait une overdose de blouse blanche. Et j'avais juste envie de retourner chez moi. Voilà, j'avais juste envie de retrouver mes parents, parce que ça a été aussi une période avant mon accident. Moi, j'ai déjà eu le drame de perdre mon père. Donc, j'avais 15 ans. C'était en novembre 1985. Donc, j'avais perdu mon père qui était assez âgé et qui a fait un arrêt cardiaque. Donc, j'avais plus que ma mère. Puis ensuite j'ai mon accident qui arrive, ça faisait beaucoup de choses à porter, et donc au bout de 2 ans j'aurais pu encore suivre des soins, et overdose. Voilà, overdose, ça veut dire qu'en gros je suis sorti de l'hôpital debout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'avait remis debout, je me suis dit voilà, faut que tu fasses avec ça pour l'instant, on verra après. Mais regarde, t'es passé de allongé à allongé et on ne sait pas si tu vas te relever à debout. J'étais debout avec une attelle, une orthèse, donc pour m'aider à maintenir ma jambe, puisque ma jambe, déjà quand on a un plâtre, on voit bien que sa jambe elle est réduite. Là, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus d'activité, donc j'ai plus aucun muscle, plus aucune musculature. Et donc, on m'a fait un appareillage. Et à partir du moment où j'ai eu cet appareillage et que j'ai repris la scolarité, on a pris la décision de me libérer, entre guillemets. Et là, j'ai intégré un lycée où j'ai fait un CAP BEP à Créteil. Et en fait, pour répondre à ta question sur combien de temps ça t'a pris un peu pour sortir de tout ça, ça s'est fait progressivement, mais en fait, ça s'est surtout fait grâce à une chose, c'est mon environnement social. Voilà. Mon environnement social a beaucoup compté pour ça, là-dessus, à me reconstruire. Et quand je parle de mon environnement social, c'est bien évidemment ma famille, mais plus largement mes amis, et encore plus largement, parce que c'est aussi la famille, le quartier dans lequel j'ai grandi. Et souvent, on parle aujourd'hui des difficultés de vie dans les quartiers. On présente un peu les quartiers populaires, puisque je suis issu d'un quartier populaire, comme des gens qui sont des sauvages ou pas d'éducation. Je peux te dire une chose, c'est que moi, quand je suis revenu au quartier, j'avais la même place qu'avant. T'as pas senti le regard des autres Rien. qui était pesant Au contraire, il y avait le niveau de bienveillance qu'il fallait, le niveau de soutien qu'il fallait, mais aussi le niveau de tu te débrouilles qu'il fallait. Voilà. Pas parce que tu es handicapé qu'on va faire les choses à ta place. Donc je me suis retrouvé embarqué dans des situations type fête de la musique, il n'y a plus de métro, il faut qu'on rentre à pied de Bastille, et tu te démerdes, Fawzi. Tu fais comme tout le monde, tu marches. Et ça, forcément, ça m'a déjà, ça m'a rassuré sur le fait que j'étais toujours le même, et que même si j'avais cette différence maintenant avec laquelle il fallait composer, j'étais le même. J'étais Fawzi, et mes potes étaient toujours là pour moi, ma famille était toujours là pour moi, et sans être, tu sais, dans une démarche de
de pitié, et puis on va t'aider, et puis on va trouver des solutions, et puis on va, tu vois, ils m'ont aidé à développer ma résilience, plutôt que de me dire, on va faire en sorte que ta situation s'améliore. Ils ont dit, on va t'aider à faire avec du mieux que possible. Typiquement, encore aujourd'hui, dans mes actes de la vie quotidienne, j'ai besoin d'une assistance puisque ma hanche est bloquée, donc j'ai besoin qu'on m'aide à m'habiller et à me déshabiller. Pendant longtemps, ça a été mes frères, mes sœurs, ma femme depuis des années et les copains au quartier quand on partait vadrouiller des week-ends ensemble, ils étaient là pour m'aider. C'était pas dans le sens, ils faisaient pas un déni de mon handicap. Mais ils portaient en fait ce handicap comme moi, comme une espèce d'injustice et comme l'envie collective de s'assurer que ça ne change rien dans nos relations. Ça a toujours été, on dit souvent dans les quartiers, t'es mon frère. C'est une vraie fratrie, c'est une vraie force. Il y a de la fraternité. Il y a de la fraternité. Il y a vraiment, et ça c'est une chance exceptionnelle. Et je pense que ça, c'est déterminant dans la façon dont je me suis construit. C'est-à-dire que là où j'aurais pu peut-être aller plus loin dans l'accompagnement médical, et je ne sais pas ce que ça aurait donné, peut-être que j'aurais été moins handicapé ou un peu moins, mais je ne sais pas ce que ça aurait donné en termes d'intégration dans la vie et de développement, d'acceptation finalement de tout ça. Plutôt que cette voie que j'ai choisie, où j'ai eu des gens qui ont toujours eu le même comportement vis-à-vis de moi. Et ça, du coup, ça a renforcé ma confiance et ma confiance en ma capacité de faire. Oui, tu t'es dit, tout est possible finalement. Pour répondre un peu plus précisément à ta question, je dirais que ça a pris les 2 premières années, quand j'étais en CAP BEP, c'était encore un peu Sarajevo dans ma tête. C'est-à-dire... qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Mais puis je savais plus où donner de la tête. Ouais, voilà, parce que tu as de la colère, parce que tu te dis pourquoi. Puis en plus, comme je te disais, à ce moment-là, pourquoi ce jour-là, alors qu'on était en pleine Coupe du Monde, que j'aurais pu rester chez moi, pourquoi j'ai pris la moto, pourquoi c'est arrivé comme ça. Ah oui, il y avait pas mal de culpabilité finalement. Ouais, alors de la culpabilité, et puis tu cherches à comprendre, et tu te dis, ouais, pourquoi ça tombe sur moi, et pourquoi ma jambe gauche, tu vois. Donc tu as un questionnement, donc tu as une espèce de colère. Cette colère te pousse parfois à aller chercher des situations un peu extrêmes, en tout cas où tu n'as plus peur de rien, parce que tu as un peu l'impression de plus rien avoir. Et tu as un peu testé tes limites et fait des bêtises à cette période-là forcément. Pour extérioriser, quoi, de dire quitte à avoir perdu ma jambe, maintenant j'en ai plus rien à faire de tout. Tu as un peu cette philosophie. Ou en tout cas cette mentalité de terre brûlée. On est très jeune, à 16-18 ans. Déjà, on teste ses limites naturellement quand on est dans l'adolescence. Et là, effectivement, oui, en centre de rééducation, puis moi j'étais jeune, j'avais des cas pathologiques beaucoup plus importants que les miens. Et même parfois, j'avais l'impression d'être le royaume des borgnes, des aveugles, les borgnes sans roi, quoi, parce qu'il y avait des cas et des pathologies. Et ça aussi, ça m'a aidé de voir aussi des gens qui étaient... là, tu te dis, je suis debout, quand même. Faut vous dire, toi, t'es debout. Et puis, après, au quartier, j'ai vu que les choses n'avaient pas changé. Mais oui, dans mes rapports avec les copains, la famille au sens large, mais oui, j'ai testé mes limites. Oui, j'ai fait un peu comme tous les pensionnaires. J'ai bu, j'ai des bêtises, alors que je n'avais pas le droit, que ce n'était pas recommandé. Mais tu te disais, de toute façon... qu'est-ce que je peux perdre de plus, quoi. Donc oui, il y a cette période où tu es un peu, pas rebelle, mais la colère, il faut qu'elle c'est ça, c'est une vraie colère. Il faut qu'elle s'exprime aussi. Et ensuite, quand j'ai eu la chance donc d'intégrer ce petit cursus CAP BEP, là j'ai passé mon BEP, je l'ai passé, j'imaginais même pas l'avoir, parce que pareil,
j'étais un peu un cas social à l'époque. Je me souviens du conseiller d'éducation qui venait me voir pour me sortir de la classe parce que la prof de français s'était plainte de mon comportement, parce que oui, j'étais un peu un rebelle et puis j'avais envie d'exister, puis j'avais aussi envie de tout casser, puis donc j'étais très très fragilisé, voilà. Mais j'ai eu la chance aussi d'être entouré de gens qui m'ont compris, qui m'ont accompagné, pas des gens qui m'ont jugé. Si j'avais dû être sanctionné à chacune de mes bêtises, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le moindre truc qui se passe, t'es condamné. Le droit à l'erreur, il a un peu disparu. Ah, moi, je l'ai usé, le droit à l'erreur. Hein. J'ai eu un niveau de patience, de compréhension, voilà, qui est quand même assez... Et lorsque j'ai passé ce BEP, que je l'ai eu d'ailleurs, je ne pensais même pas l'avoir. Et je me souviens, je n'étais pas allé voir les résultats. Et puis j'ai mes amis qui m'appellent et qui me disent ouais, Fawzi, tu l'as et tout. Et j'y croyais pas. Et avant même de le dire à ma mère, je suis allé voir moi-même les résultats pour m'assurer qu'ils n'étaient pas en train de me faire une blague, quoi. Et là, ça a été un peu le déclic. C'est-à-dire que, en fait, je me suis retrouvé accompagné, entraîné dans un espèce de courant où je ne me posais pas de questions de ce qu'il allait se passer après. Parce qu'en fait, l'après, on ne l'imagine pas. Pourquoi ? Parce qu'on prend aussi conscience du fait que rien n'est figé. Alors, quand tu as un accident comme ça, à un moment où tu ne t'y attends pas, en fait, tu te dis que ça peut arriver à tout moment, et donc tu commences forcément à douter de l'avenir. Et c'est pour ça que tu es un rebelle, et tu es en colère, mais tu te dis, bon, je vais faire quoi ? Construire l'avenir ? Quel avenir ? Celui que je voulais construire avant mon accident, et du coup, ça peut de nouveau arriver. Donc, tu vois, tu as moins de confiance en... C'est plus dur de se projeter. C'est plus dur, voilà, exactement. Et quand j'ai eu ce BEP, et qu'on m'a proposé d'intégrer une filière là, qui me menait au bac G à l'époque, donc il y avait ce qu'ils appelaient une première d'adaptation, une première G, donc toujours dans les métiers de la comptabilité et de la finance. Là, je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à jouer. Il y a peut-être un avenir. Il y a peut-être un truc, en tout cas, qui peut te servir, parce que tu peux te raconter ce que tu veux, mais le football, c'est fini. Et puis, physiquement, tu ne peux pas non plus faire beaucoup de choses. Donc, voilà, soit tu te sers de ta tête, soit tu restes là, puis tu vas te contenter de ce qu'on va te donner. Et ça, avec toujours, comme je te disais, mon environnement social, mes amis proches, le quartier qui me soutenait, qui m'accompagnait, qui m'a toujours aidé à garder la confiance en moi, j'ai commencé à me dire, handicap ou pas, on fait un exercice de maths, je peux être meilleur que toi. Et l'école m'a vraiment aidé à me dire... un moyen d'expression et d'estime de soi. Et tu ne seras peut-être pas le meilleur, mais tu peux être l'équivalent d'une personne valide, et ton handicap, ça peut... c'est pas forcément un frein dans le développement intellectuel. Et donc, j'ai fait ma première, j'ai passé mon bac avec mention, quand même. J'ai une mention. Comme quoi, c'est jamais trop tard pour se réveiller, quand même. Ah non, mais là, j'avais. Déjà, c'est jamais trop tard, mais en plus, moi, donc, j'avais déjà redoublé ma 5e. Je suis arrivé en 3e, j'avais 16 ans, donc j'avais déjà un an de retard. Cette prise de conscience après mon BEP, donc mon bac, comme je disais, j'ai eu avec la plus petite des mentions, mais quand même, c'était pas. Donc, une nouvelle perspective s'ouvrait. C'était de faire un BTS, quoi. Bac plus 2. Mais, et c'est là, en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai surmonté mon handicap. C'est-à-dire que l'année du bac, c'est aussi l'année où j'ai rencontré Anne. Moi, j'ai passé, donc, tu vois, tu disais tout à l'heure, Anne, mon épouse, tu disais tout à l'heure qu'il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai passé le bac, donc j'avais 22 ans. On passe le bac à 18 ans. Mais ce n'était pas important, en fait, vraiment pour moi, parce que ça faisait partie des choses où je me disais, ça peut m'aider pour la suite. Tu vois, donc, je ne me faisais plus de... Bien sûr qu'il n'est jamais trop tard, et c'est clair que quand on a des
un handicap, faut forcément pousser au maximum l'autonomie, d'une part, et l'autonomie passe aussi par sa capacité à réfléchir, à prendre des décisions, à construire son projet. Et donc, je disais tout à l'heure, l'année du bac, c'est l'année où j'ai rencontré Anne, et je pense que c'est un peu le début de la fin une page qui s'est tournée. Voilà, ça a été un moment où j'ai construit, j'ai réussi à avancer, à me remettre en marche. Comme je disais, le plus important déjà, ça avait été d'être debout, quelle que soit la position. Et j'ai réussi à enchaîner ces 4 années de scolarité où, oui, j'étais toujours sur un fil, Pauline. Hein. Il y avait toujours aussi ces petits démons dans ma tête et cette colère qui avait du mal à s'éteindre. Mais j'ai été bien accompagné et du coup, j'ai pu m'offrir ce type d'opportunité. Et après le bac, j'ai fait un BTS. Anne était aussi étudiante à l'époque. Quand j'ai passé le bac, elle était en première année BTS. Quand j'étais en première année BTS, elle passait son BTS. Et l'année d'après, moi, j'ai passé mon BTS que j'ai eu. Donc, on a eu 3-4 années au départ où on était encore... un peu en décalage. Un peu en décalage, mais surtout tous les deux dans un cursus scolaire, universitaire. Et puis après, ça m'a consolidé. J'avais déjà réussi à faire tout ce travail. Et le fait d'avoir Anne avec moi, ça m'a... j'ai senti que les choses, ça y est... Une confiance en la vie. Ouais, et puis qu'une nouvelle page se présentait à moi et que maintenant, il y avait un nouveau Fawzi et que ce nouveau Fawzi avait aussi beaucoup de potentiel à développer, à exploiter et qu'il était bien accompagné et qu'il fallait juste que je croie en moi, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté du fait de pouvoir plaire justement et de trouver une femme, entre guillemets, ou à aucun moment, parce que c'est vrai que tu as dit j'avais un environnement hyper bienveillant, donc peut-être tu t'es même pas posé la question. Si, alors je me suis posé la question. Ça a été même pendant un moment, c'était compliqué parce qu'en fait, on ne sait jamais si les gens s'intéressent à vous physiquement ou sentimentalement ou par pitié. Donc en fait, j'ai toujours eu du mal, en tout cas ces premières années, à accepter de l'affection parce qu'en fait, je ne savais pas si c'était des sentiments ou de la pitié. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Et effectivement, du coup, ça m'a peut-être privé de certaines opportunités, en tout cas pas de la plus importante, puisque j'ai fait le bon choix et je suis très heureux de ma vie. Mais il y a eu par moments des situations où je ne savais pas trop si la fille s'intéressait à moi ou si elle avait pitié de moi. Donc il fallait que j'étais encore dans cette reconstruction, cette prise de confiance. En fait, après, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est parce que l'amour n'était pas là, vraiment, parce que quand j'ai rencontré Anne et que là, les sentiments ont pris le dessus sur le reste, la question, elle ne se pose plus. Et puis, on ne s'en est jamais posé. Les choses se sont construites progressivement. Comme je te disais, on a eu la chance au départ, effectivement, d'être tous les deux dans le même contexte social. On était étudiants. Et puis, on avançait ensemble avec chacun son projet. Et puis ensuite, les choses se sont faites naturellement. Avant de parler un peu plus de ta carrière professionnelle, j'avais 2 petites questions. J'aimerais savoir quel était ton rapport avec le handicap avant l'accident. Alors, avant l'accident, j'étais jeune déjà, puisque j'avais 15 ans. Je ne m'étais pas honnêtement posé beaucoup de questions là-dessus, si ce n'est que je ne m'imaginais pas vivre handicapé. Pour moi, être handicapé, c'était tellement dur que je me disais... La vie s'arrêtait, quoi. Voilà, je me disais que j'aurais pas la force. Et d'ailleurs, quand on m'a annoncé mon handicap,
ça a été tellement violent que j'ai envisagé à un moment me jeter par la fenêtre. Voilà. Je me souviens, j'étais à l'hôpital, on était 3 malades, les médecins entrent, et donc ils parlent à chaque malade, et moi, il m'explique, en fait, il me dit, bon, voilà, on fait le dernier résultat, votre jambe, elle fonctionnera plus. Le nerf est sectionné, vous allez être paralysé de votre jambe. Et moi, en fait, ça faisait peut-être 5-6 mois que j'étais, parce que c'était vers décembre. Ça faisait 5-6 mois que j'étais à l'hôpital, et effectivement, au départ, t'as le ventre, les intestins perforés, donc des choses assez violentes. Donc la jambe, de toute façon, j'étais allongé, donc je me rendais même pas compte en fait que ma jambe fonctionnait pas. C'est au fur et à mesure de ma réparation entre guillemets, qu'on s'aperçoit de ce qui va rester. Et là, en fait, j'ai ma jambe que je ne sens plus, que je ne bouge plus, que je ne commande plus. Ma jambe gauche, quoi. Donc là, c'était d'une violence extrême. Et quand le médecin m'a dit ça, heureusement, il y avait la porte avec une vitre. Et ma famille était derrière cette porte. Et le médecin, moi, j'étais le lit le plus proche de la fenêtre, et il y avait deux autres patients. Et quand il me dit ça, je me dis, alors je ne sais pas si je l'aurais fait, mais je me dis, je vais y aller, quoi. Et je commence à me lever en me dirigeant vers la fenêtre. Et ma sœur voit ça, et elle vient, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis là, je fonds en larmes en lui disant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ma jambe est foutue. Voilà. Donc là, il y a eu un électrochoc. Complètement. Et donc, c'était aussi un peu ce que je m'étais dit en me disant, voilà, plutôt mourir que. Et j'avais. Pour moi, c'était pas possible. Je pouvais pas. Je pouvais pas, parce que déjà, c'est brutal la façon dont ça arrive. Pas juste l'annonce de ce médecin. Je peux pas lui en vouloir. Peut-être qu'il m'a rendu service à la fin. Mais. Quand on passe de l'un à l'autre, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il n'y a pas de formation pour dire demain vous allez devenir handicap. Il y a deux mondes en fait. Voilà, il y a le monde des personnes qui n'ont pas de problème, puis il y a le monde des personnes qui ont des problèmes. Puis on essaye on vit tous dans le même monde, et on essaye de faire en sorte que chacun trouve sa place. Et voilà. Mais quand on arrive et qu'on est confronté à ça à 15 ans, on n'est pas prêt. Et du coup, c'est cette violence qui fait que voilà, ça monte très très haut en termes d'émotion, en termes de colère, mais tout ça ensuite te permet d'avoir une espèce de niveau de sensibilité plus fort. C'est-à-dire, tu sais ce que c'est une colère, tu sais ce que c'est une grosse colère. Tu vois, tu sais ce que c'est une souffrance, tu sais ce que c'est une grosse souffrance. Et donc, ça te permet à la fois de relativiser les choses, mais surtout, ça te permet d'avoir une capacité de résistance et d'effort plus importante. Parce que tu as cette amplitude plus large. Parce que tes émotions sont quintuplées. Tu vois ? C'est super bien dit. et ça fait le lien aussi avec l'empathie. Je trouve que quand on a vécu des choses comme ça et qu'on est plus connecté à ses émotions, on est aussi plus connecté aux émotions de l'autre, et on arrive aussi peut-être un peu plus à se mettre à la place des autres. Alors forcément, et j'ai envie d'aller plus loin là-dessus. Parce que aussi, je me suis questionné là-dessus, sur ces problématiques-là de résilience, mais également d'empathie. Je pense que j'ai aussi beaucoup développé ce côté empathique parce que mon handicap m'a imposé une chose, c'est que je ne pouvais pas faire sans l'autre.
pour des questions très simples, par exemple d'autonomie quotidienne dans l'habillage ou l'habillement, je sais pas comment on dit, mais des actes quotidiens de la vie, j'ai besoin des autres. J'ai eu besoin de ma famille, de mes amis, aujourd'hui de mon épouse. Voilà, ça fait 32 ans qu'on est ensemble, ça fait 32 ans que c'est elle qui m'habille et qui me déshabille. Dans une relation, ça compte, parce que voilà, c'est en même temps, on a une relation intime, on est un couple, on est amant, on est parents, on a des enfants. Ça peut perturber le côté... Et le fait d'avoir besoin de l'autre m'a aussi quelque part incité à apporter à l'autre, à compenser, tu sais, il y a une espèce de vouloir balancer en disant regarde Fawzi, tu vois, pour être bien, tu as besoin des autres. Toi, à la rigueur, tu ne peux pas tout faire, ok, mais essaye de faire aussi des choses pour faire du bien aux autres, parce que toi, ça te fait du bien, tu en as besoin. Alors, c'est pas pour le plaisir, mais en tout cas, c'est des choses qui sont faites pour toi, pour ton bien-être. Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour toi, pour ton bien-être? Et c'est vrai que ça m'a encouragé, en fait, à prendre soin de la relation, à prendre soin de l'autre, parce que je sais à quel point c'est important pour moi d'avoir des gens bienveillants. Mmh. Voilà, donc je pense sur l'empathie, c'est plutôt ça qui m'a conditionné. Je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point finalement cet accident a vraiment construit presque ta personnalité, même si évidemment il y en avait déjà une avant, mais ta personnalité, ton rapport aux autres et toute ta vie ensuite, quoi. Bah Oui, c'est peut-être bête comme constatation. C'est pas bête, mais c'est effectivement ce que je te disais au départ. T'es pas le même avant qu'après. Après, forcément, que peut-être que j'avais certaines capacités ou en tout cas une personnalité qui faisait que. Mais c'est surtout, tu vois, Pauline, peut-être avoir su aussi croquer la vie. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment être un épicurien de la vie, et plutôt que de se demander comment faire pour éviter une situation qui est inévitable, je me suis toujours plutôt dit comment je fais avec cette nouvelle situation. Par exemple, c'est tout bête, mais moi, tu vois, quand on s'est installé pour notre podcast, tu vois, je te disais, il faut que tu te mettes là, parce que moi, il faut que je me mette là avec ma jambe. Et donc, en fait, tu as cette capacité d'adaptation en permanence. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu vas toujours raisonner comment je vais être, comment je vais pouvoir... Pareil, des amis qui expliquent qu'on va faire un pique-nique. Moi, le pique-nique, c'est compliqué, la situation assise sans dossier, parce que ma hanche est bloquée, donc c'est forcément allongé. Donc, il faut que j'essaie de trouver un endroit où il y a un arbre sur lequel je vais pouvoir m'adosser. Donc, et ça, c'est marrant, parce que pendant ma carrière professionnelle, je ressentais l'empathie aussi de mes collègues à travers ça. C'est-à-dire qu'ils intégraient bien, et en plus, ils étaient heureux. Je sentais une certaine fierté chez eux quand ils disaient tiens, Fawzi, on est arrivé au restaurant, tiens, j'ai gardé cette place pour toi, c'est bien ça te va bien. Quand ils se trompaient de place, ils étaient très embêtés alors qu'il n'y avait pas de sujet. Mais tu vois, le fait de prendre soin les uns des autres, et pas uniquement des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont handicapés, facilite la relation. Et moi, je me suis rendu compte à quel point déjà les gens étaient contents de faire du bien. Donc je me suis dit, ils sont contents de me faire du bien, donc peut-être que faire du bien, ça rend heureux. Donc, voilà. Tu vois, il y a aussi tous ces éléments qui font que, effectivement, penser à l'autre, c'est devenu naturel, parce que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin que l'autre pense à moi aussi. Voilà. Tout à fait, autre sujet. Tout à l'heure, tu m'as parlé du foot. Donc, j'aimerais savoir si après, tu as repris une certaine forme. Enfin, en tout cas, tu as repris le sport, plutôt. Alors, pas vraiment. Là, j'ai des petites anecdotes rigolotes là-dessus. Mais le sport, la seule activité que je continue à faire aujourd'hui, c'est la marche. Parce que c'est important. Alors, en plus...
j'ai découvert il y a maintenant 1 an quasiment, après avoir quitté mon entreprise, j'ai découvert il y a 1 an que j'avais un problème à la jambe, puisque comme ma jambe, en fait, elle n'a aucune activité, il n'y a plus de muscles, en fait, tous les faisceaux se sont réduits, en fait, tous les tissus, notamment l'artère fémorale, qui doit faire normalement une quinzaine de millimètres, là, on n'en fait plus que 3, ce qui a provoqué, en fait, une artériopathie. Donc, en fait, c'est un problème de circulation. J'ai découvert ça à la suite d'une blessure qui ne cicatrisait pas. Déjà, je marchais toujours. J'essayais de faire entre 3 et 4 km de moyenne par jour de marche, ce qui représente à peu près 45 minutes, 1 heure. Quand on était au Maroc, je marchais sur le bord de mer. Ici, il y a les bords de Marne, c'est assez sympa. Et lorsque j'ai eu cette nouvelle annonce d'artériopathie et de risque aigu, on va dire, d'amputation de la jambe, parce que s'il n'y a plus d'activité, donc à un moment où je pensais être arrivé... ça pouvait pas être pire. Voilà, alors on sort un nouveau... Voilà, on me sort un nouveau truc. Je me dis, je ne suis pas encore complètement arrivé. Et puis ça peut paraître tout con, mais... avoir une jambe paralysée et ne pas avoir de jambe, c'est pas la même chose non plus. Oui, le schéma corporel n'est pas le même. Même si à la fin, tu perds pas plus d'autonomie, tu as quand même une jambe en moins, quoi. Aujourd'hui, je suis debout avec 2 jambes. Demain, je serai debout avec une jambe. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, j'ai des traitements, tout ça. Mais c'est qu'en fait, je suis passé d'une période où j'étais debout pendant toutes ces années avec un appareillage qui me permettait de marcher sans canne. Depuis 1 an, j'ai repris les cannes. Mais le fait d'avoir repris les cannes, parce que j'ai plus d'appareillage, parce que l'appareillage peut potentiellement me blesser, comme j'ai aucune sensibilité, et si je me blesse, c'est compliqué derrière en termes de cicatrisation. Du coup, ça fait quasiment 1 an que j'ai plus d'appareillage, et je continue à faire mes marches en béquille. Donc, c'est assez rigolo, parce que quand je marche, je vois tous les runners, et certains me disent bravo. Bon courage. Donc, je suis encouragé parce que moi, je fais ma course avec mes cannes. Après, l'idéal serait pour moi de pouvoir d'aller à la piscine, mais j'aime pas. Voilà, je sais que mon épouse me pousse pas mal, mais voilà, le sport qui est le plus adapté, c'est la natation. Mais j'aime pas l'eau, ça mouille. Et puis ça fait du bruit, puis je trouve pas ça très amusant. Tourner dans un bassin... Voilà. À un moment, je pense que je serai obligé, je le ferai. Mais pour l'instant, je repousse encore l'échéance et je force la marche et je continue à faire mes 3-4 km de moyenne par jour. C'est surtout le week-end que je fais mes sorties. Et puis, ça me fait du bien. On va revenir du coup à la carrière professionnelle. Une fois que tu as fini tes études, tu as postulé donc dans une grande entreprise et je voulais savoir comment tu as appréhendé ce premier entretien. Est-ce que le handicap, tu l'as noté sur le CV en gros ou pas du tout ? Enfin voilà, comment les choses... Et voilà, la première partie de cet épisode est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à me donner vos retours par mail ou sur les réseaux sociaux à Pépin Podcast. À très vite!